Bonjour, alors dans la précédente vidéo, on a vu ce que ça donnait lorsque on combinait, on mettait ensemble un condensateur et une bobine et qu'on allumait. Donc il va y avoir un changement de régime, on va passer d'un premier régime stable à un autre régime stable par un régime transitoire. Et on a vu que l'effet donc de cette combinaison, c'était une oscillation qui apparaissait avec la fréquence de cette oscillation qui était un paramètre commandé par les deux valeurs de l'inductance, du coefficient d'auto-inductance de la bobine et de la capacité du condensateur. Alors j'ai dit que ça passait à un autre régime stable, en fait non, parce que on a vu que dans le circuit où on ne considérait qu'une bobine et un condensateur, aucune résistance, l'oscillation durait un temps infini. Donc ça, on l'avait un peu anticipé, qu'il y aurait quelque chose de non physique, puisqu'on a dit qu'on oubliait toutes les résistances internes des dipôles. Donc voilà, on n'est pas étonné de ce côté non physique. Donc maintenant, il reste à voir comment le régime transitoire évolue lorsque on prend en compte au moins les résistances internes du circuit ou d'autres résistances donc, lors de l'allumage. Alors pour commencer, donc, on va quand même revoir un petit peu ce que ça donne le régime transitoire du circuit LC. Et donc on va voir ensuite avec la simulation ce qu'apporte l'introduction de la résistance. Donc ici, j'ai juste un générateur qui va donner l'énergie au départ, et puis donc la bobine idéale et le condensateur. Donc je ferme. Donc on voit apparaître les oscillations qu'on avait déjà étudiées. Donc en vert, on a l'oscillation qui correspond à la tension aux bornes du condensateur, et en orange, on a l'oscillation de l'intensité du courant. Et donc ça dure, ça dure, ça dure, ça ne s'arrête jamais. Alors, du coup, maintenant, rajoutons une résistance. Donc je vais considérer que cette résistance, c'est la résistance interne des différents dipôles, donc je ne vais pas la prendre trop grande. Je vais par exemple prendre 50 ohms. Et donc regardons ce qui se passe. Donc on a à nouveau une oscillation, ce qui est logique puisqu'on associe bobine et condensateur. Mais désormais, on voit que cette oscillation ne va pas durer un temps infini. Elle faiblit au fur et à mesure du temps, que ce soit celle sur la tension du condensateur ou celle sur l'intensité. Et puis au bout d'un moment, on va pouvoir considérer que ces oscillations sont tellement faibles qu'elles s'arrêtent. Et elles s'arrêtent au niveau des asymptotes, qui sont les asymptotes entre guillemets habituels, c'est-à-dire la tension du condensateur tend vers la tension du générateur, et l'intensité, elle tend vers 0, il ne se passe plus rien dans le circuit, tout devient stable. Voilà, donc théoriquement, on va devoir être capable de montrer ce changement de type de régime, donc le fait que maintenant on a des oscillations qui diminuent au cours du temps, et donc on va essayer de trouver également quel est le temps caractéristique, enfin un temps caractéristique du régime transitoire. C'est-à-dire au bout de combien de temps on peut considérer que les oscillations sont tellement faibles que, elles n'existent plus. Alors allons-y. Donc c'est la partie la plus mathématique de ce chapitre, hein. On monte de niveau. Donc on a commencé avec les circuits du premier ordre RC, RL. Donc c'est des équadifs du premier ordre. Ensuite on a vu le LC, second ordre mais assez simple. Et puis donc on arrive donc au RLC, donc résistance, bobine et condensateur. Et là on va voir que du coup on a une équadif du second ordre qui est un petit peu compliqué à résoudre. Mais bon, voilà, il faut réussir à rendre la nature physique du circuit. Alors allons-y. Donc comme d'habitude, on commence par tout poser, donc l'intensité, les tensions en en convention, pardon, récepteur. Ensuite j'écris la loi des mailles, donc E égale UR plus UL plus UC. Alors, donc il y a plusieurs grandeurs à déterminer, donc les trois tensions et l'intensité, mais on va commencer par se focaliser sur la tension du condensateur. Donc, je vais essayer d'exprimer UR et UL en fonction de cette tension du condensateur. Donc, je commence par développer grâce aux caractéristiques. Donc, UR c'est RI, UL c'est LDI sur DT. Donc,
convention récepteur. Et puis ensuite, on utilise le fait que l'intensité qui coule dans chacun des dipôles est la même. Et donc l'intensité qui rentre dans le condensateur, c'est C DUC sur dt. Donc je peux remplacer chacune des intensités ici par C DUC sur dt, ce qui fait donc R fois C DUC sur dt, plus L fois C fois la dérivée seconde de UC sur dt. Bon, on l'a déjà fait dans le circuit LC, c'est pour ça que je vais un petit peu vite. Hein. En fait, j'ai la dérivée de C fois la dérivée, je peux sortir C, donc ça me fait la dérivée seconde, plus UC est égal à E. Alors, donc voilà l'équation différentielle sur UC. J'ai bien UC comme seul inconnu et le reste, ce sont des paramètres du circuit. Alors, pour la réécrire de manière un peu plus, on va dire, classique, plus universelle, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, entre guillemets, devant la dérivée de plus grand ordre. Donc je vais diviser par LC ici. Ça va me donner la dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus, donc lorsque je divise par LC, ici, il va rester R sur L. Donc plus R sur L fois la dérivée première, temporelle, plus, il n'y avait rien devant UC, donc il va y avoir 1 sur LC. UC est égal à E sur LC. Ne pas oublier également de diviser le second membre. Ok, alors, du coup je peux encadrer ça, mais ce que je vais faire, comme on l'a fait depuis le début dans ce chapitre, je vais utiliser l'analyse dimensionnelle pour essayer de poser des grandeurs caractéristiques, notamment, qui auront des dimensions liées au temps. Donc ici, ce premier terme-là, c'est la dérivée seconde de UC par rapport au temps, donc la dimension c'est une tension sur un temps au carré. Donc il faut que tous les termes soient des tensions sur des temps au carré. Donc ici, ça veut dire que R sur L, eh bien c'est l'inverse d'un temps. Pour que j'ai bien une tension sur un temps sur un temps. Voilà. Et ici, 1 sur LC, ça doit être l'inverse d'un temps au carré. Pour que ça marche. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vu que dans l'étude du circuit LC, on avait vu apparaître donc cette oscillation, donc une fonction sinusoïdale, qui est caractérisée par sa pulsation, eh bien, je vais à nouveau introduire une pulsation. Bien que, d'après la simulation, on n'ait plus quelque chose de sinusoïdal, puisque l'oscillation diminue, mais je vais quand même le faire. Donc ici, je vais continuer à dire que l'inverse d'un temps au carré, c'est en fait une pulsation au carré, ou une fréquence au carré. Donc, je vais poser, à nouveau, que oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Donc, avec les dimensions, c'est juste de poser ça. Et on verra, du coup, comment on peut interpréter ce oméga 0. Alors ensuite, R sur L, donc je pourrais dire que c'est 1 sur tau. Alors on peut, mais en fait, on va anticiper un petit peu la résolution de l'équadif, et il se trouve que c'est plus efficace de poser que R sur L, eh bien c'est 2 fois une fréquence. Et alors cette fréquence, je vais l'écrire, puisque c'est comme ça qu'on l'écrit en général, lambda. Donc je vais poser R sur L égale 2 lambda, et donc lambda, sa dimension, c'est une fréquence, donc c'est l'inverse d'un temps. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on a étudié. Du coup l'équadif s'écrit dérivée seconde de UC par rapport au temps, plus 2 lambda. Donc lambda, c'est un paramètre qui est uniquement qui dépend uniquement des paramètres du circuit. Donc ici de R et de L. Donc fois la dérivée première temporelle plus oméga 0 carré fois UC égale oméga 0 carré fois E. Voilà. Donc c'est pas évident hein, de deviner ce qu'on pose, mais ici voilà, c'est une vidéo de cours, donc je vous explique pourquoi on le pose. Mais voilà, naturellement, si vous aviez dû étudier tout seul cette équation différentielle, vous n'auriez sûrement pas posé ça. Mais on va voir que donc du coup ça va être pratique dans la résolution. Alors justement, allons-y pour la résolution. Donc ici, on a une équadif. Le terme de droite est constant. Donc il faut que le terme de gauche soit constant. Or, dans le terme de gauche, j'ai une fonction temporelle, UC, sa dérivée première et sa dérivée seconde. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on a comme idée, comme fonction temporelle, qui va me donner comme ça, quand je combine la fonction sa dérivée première et sa dérivée seconde, va me donner une constante. Alors pas évident.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être une fonction sinusoïdale pure. Pourquoi? Parce que si vous prenez UC qui est un cosinus, eh bien, vous aurez bien la dérivée seconde qui sera aussi un cosinus, donc qui pourra se combiner, mais vous aurez la dérivée première qui, elle, sera un sinus. Donc elle ne pourra jamais se combiner avec le cosinus de la fonction et le cosinus de la dérivée seconde. Donc ça ne peut pas être un cosinus. C'est ça qui va être un petit peu embêtant. Du coup, quelle est la fonction qui peut se combiner avec sa dérivée et sa dérivée seconde? Eh bien, c'est l'exponentielle. Donc on va poser que UC c'est une exponentielle, donc la plus quelconque. Donc c'est pour ça que je pose que c'est une amplitude quelconque. Et ici, dans l'exponentielle, donc un coefficient quelconque. Alors je vais peut-être pas prendre... Ouais, si je vais prendre R. Donc ça n'a rien à voir avec la résistance, hein, c'est juste le coefficient ici que je mets devant le temps. Donc ça permettra aux trois termes ici de se compenser. Mais il faut bien penser qu'à la fin, il faut qu'il reste une constante. Donc je vais rajouter ici une constante. Voilà donc ce qu'on cherche, la solution générale de cet équadif sous cette forme-là. Donc encore une fois, hein, je ne fais pas la méthode mathématique stricte où on cherche d'abord la solution de l'équation particulière, puis une solution... pardon, je dis n'importe quoi. On ne cherche pas la solution générale de l'équation homogène, puis une solution particulière, ensuite on combine, etc. Là, je cherche direct la solution générale de cet équadif. On va dire, on garde le côté un peu intuitif. Voilà, donc voilà ce que je pose. Donc pour savoir si c'est bien la solution de l'équadif, eh bien je vais injecter. Donc pour injecter, j'ai besoin d'exprimer la dérivée première. Donc le K s'en va, le A par contre reste devant puisque c'est un produit, et il y a R qui sort de la dérivée. Donc ça va faire AR exponentielle RT, et la dérivée seconde, ça va donner AR carré exponentielle RT. Voilà, donc je peux injecter, et on va voir si ça marche, et s'il existe des conditions pour que ça marche. Donc la dérivée seconde, ça fait R carré A exponentielle RT plus 2 lambda fois R A exponentielle RT plus oméga 0 carré fois A exponentielle RT, ne pas oublier la parenthèse, plus K, est égal à oméga 0 carré fois E. Donc je vois que j'ai trois termes avec l'exponentielle, donc je vais les regrouper, je vais mettre A exponentielle RT en facteur. Donc il reste R carré pour le premier, 2 lambda R pour le deuxième, et pour le troisième, il reste oméga 0 carré. Ensuite, j'ai le terme avec K, qui lui est tout seul, donc plus oméga 0 carré K, est égal à oméga 0 carré fois E. Donc comme d'habitude, on a à droite un terme qui est une constante, donc il faut qu'à gauche soit aussi une constante. Or, à gauche, ici, j'ai une fonction temporelle, donc il faut que cette fonction temporelle soit nulle. Or, A ne peut pas être nulle, sinon c'est une fonction qui ne varierait jamais avec le temps, donc c'est pas possible physiquement. L'exponentielle n'est jamais nulle, donc il faut que ce soit la parenthèse qui soit nulle. Et ensuite, une fois que ça c'est bien nul, et bien par identification, ça sera égal à ça. Donc on en déduit direct que K égale E, bingo, et donc maintenant je vais regarder ce que donne la parenthèse égale à 0. Donc il faut que donc R carré plus 2 lambda R plus oméga 0 carré soit égal à 0. Donc ici ce qu'on cherche c'est R, parce que lambda et oméga 0 sont des paramètres du circuit. Donc l'inconnu c'est R. Donc du coup c'est comme si on avait ax carré plus bx plus c égale à 0. Donc c'est une équation du second degré que vous savez résoudre depuis 2-3 ans. Donc pour la résoudre, eh bien, je cherche le delta, le discriminant. Discriminant c'est b carré moins 4ac. Sinon on pourrait aussi faire le discriminant réduit, c'est pour ça qu'on a placé un 2 ici, enfin on a posé 2 lambda ici. Mais tout le monde ne l'a pas forcément fait en maths et je ne veux pas perdre 5 minutes dans la vidéo qui sera déjà assez longue. Donc je fais le discriminant classique, ça fait 4 lambda carré moins 4ac. Ici a vaut 1, c vaut oméga 0 carré, donc moins 4 oméga 0 carré. Donc ça fait 4 facteurs de lambda carré moins oméga 0 carré. Et ensuite, donc on en déduit deux solutions pour R qui vaut moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc c'est-à-dire moins 2 lambda plus ou moins racine de delta, c'est-à-dire 2 fois racine de lambda carré moins oméga 0 carré, donc pourquoi 2? Parce que j'ai fait direct racine de 4, divisé par 2a, a vaut 1, donc divisé par 2. Donc j'en déduis que R vaut moins lambda plus ou moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré sur, et c'est tout. Voilà, donc on a trouvé l'expression des deux valeurs
de R qui permettent à la solution qu'on a posée, enfin à la fonction qu'on a posée, d'être bien solution de l'équation différentielle. Donc on est sûr qu'avec ces deux valeurs de R, ça marche. Du coup, pour avoir la solution la plus générale, eh bien, je vais prendre une solution qui combine ces deux possibilités pour R. Donc la conclusion de cette injection de la solution qu'on a cherchée dans l'équadif, eh bien, c'est que la solution la plus générale, elle va être de la forme, eh bien, UC de t est égal à, donc, une amplitude que je ne connais pas encore, exponentielle, donc R+, donc celle avec le plus, fois t, plus b exponentielle R- fois t, attention, plus k, donc plus e. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un petit peu tiqué sur le fait que je sois allé comme ça, un peu les mains dans les poches, dans la résolution de l'équation du second degré. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir dans 5 minutes. Donc pour l'instant, voilà, j'ai les deux expressions de R+ et R-. Donc pour l'instant, pas de souci. Alors, pour finir, j'ai besoin de déterminer la solution physique de la situation. Donc ici, notre situation, c'est, on a le condensateur qui est déchargé, et puis à t égale à 0, je ferme l'interrupteur, et du coup, à t égale à 0, il n'y a pas encore de courant. Donc on a deux conditions initiales, UC égale à 0 et I égale à 0 à t égale à 0. Donc du coup, pour utiliser la condition initiale sur l'intensité, eh bien, je vais devoir avoir l'expression de l'intensité en fonction du temps pour pouvoir faire t égale à 0 à l'intérieur. Donc, avant d'utiliser les conditions initiales, d'abord j'exprime l'intensité en fonction du temps. Je peux l'exprimer facilement grâce à UC, puisque I c'est C dUC sur dt. Et donc, lorsque je dérive, eh bien, ça va faire A R plus exponentielle R plus T plus B R moins exponentielle R moins T. Et il n'y a plus le E évidemment, puisque c'est une constante. Voilà, donc j'ai les deux solutions générales pour la tension du condensateur et l'intensité. Et donc maintenant, je vais utiliser les conditions initiales. Hop. Voilà, I à t égale à 0, c'est égal à 0. Et donc maintenant, je vais remplacer t égale à 0 dans les deux expressions déterminées au-dessus. Donc ici, ça va faire A plus B plus E. Et dans la seconde, hop là, pardon, ça va faire AR plus BR moins. Tac. Voilà, donc à partir de ce système, j'ai bien deux équations à deux inconnues, donc je vais déterminer A et B. Bon, ici, peut-être que la substitution, c'est le plus facile. De la seconde ligne, j'en déduis par exemple que B est égal à moins A R plus sur R moins, si je ne dis pas de bêtises. Et donc je peux remplacer dans la ligne 1. Ça va faire A plus B, c'est-à-dire A facteur de 1 moins R plus sur R moins, plus E est égal à 0. Donc on en déduit E égale à 0, pardon. Donc on en déduit que A est égal à E sur 1 moins R plus sur R moins. Et donc B est égal à moins A fois R plus sur R moins. Donc je vais remplacer A parce que je viens de trouver. Voilà. Ce qui fait, alors je ne vais pas aller trop vite pour pas faire d'erreur bête. Ce qui fait moins E sur R moins sur R plus moins 1. Bon, j'espère ne pas m'être trompé. Voilà. Donc, on en déduit UC de t est égal à... Alors, je ne vais pas les réécrire parce que c'est lourd, mais on les a là. Donc, A exponentielle R plus T plus B exponentielle R moins T plus E. Donc, avec les valeurs de A qui sont ici,
les valeurs de A dépendant de R- et R+, qu'on a déterminées ici, et lambda et oméga 0 qu'on a posé ici. Donc c'est lourd, c'est très très lourd tout ça. Bon. Donc on pourrait aussi écrire l'intensité, de toute façon on l'a écrite là, et donc avec A et B qui valent ce qu'on vient de déterminer. Voilà, ouf. Alors le problème, c'est que pour l'instant, eh bien, avec cette solution, on ne voit pas trop apparaître ce qu'on a vu dans la simulation, c'est-à-dire les oscillations qui deviennent de plus en plus faibles. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce qu'en fait, pour l'instant, on ne s'est pas penché trop longtemps sur R- et R+. Et donc il se trouve que, en fait, eh bien, il va y avoir plusieurs possibilités pour R- et R+, qui vont découler en plusieurs types de régimes transitoires. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que quand vous résolvez une équation du second degré, eh bien les solutions peuvent être réelles ou complexes, selon le signe du discriminant. Et ça, on n'en a pas encore parlé. Du coup, on va commencer par le plus simple. On va supposer que delta est positif. Eh bien, on va voir que ce régime s'appelle le régime transitoire dit apériodique. Alors, pourquoi apériodique? On va le démontrer. Alors déjà, donc, voyons ce que ça signifie que delta soit positif. Donc, delta, c'est lambda carré moins oméga 0 carré fois 4. Donc, si delta est positif, ça veut dire que lambda est plus grand que oméga 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que eh bien, lambda, c'est R sur L, et oméga 0, enfin sur 2L, pardon, et oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la résistance, donc la résistance, c'est ce qui va correspondre aux pertes énergétiques, à la transformation de l'énergie électrique en énergie thermique. Eh bien, la résistance n'est que dans lambda. Et donc, si lambda est grand, donc ici notamment grand devant oméga 0, mais ça veut dire que R va être grand. Donc, il va y avoir beaucoup de pertes. Donc, ce premier cas qui correspond à delta positif, eh bien, c'est le cas qui correspond à beaucoup de pertes. Alors, pour l'écrire plus facilement, ce cas delta supérieur à lambda, eh bien, on va introduire encore un nouveau paramètre. Alors, ce paramètre, ça s'appelle le facteur de qualité. Alors, comme tout facteur, il va y avoir des lettres. Donc, les lettres, ça va être évidemment les paramètres du circuit, R, L et C. Donc, je le pose et on va voir ce que ça signifie. Donc, Q, facteur de qualité comme Q, ça va être L oméga 0 sur R. Alors, si on regarde la dimension, oméga 0, c'est une pulsation, donc c'est une fréquence, c'est l'inverse d'un temps. Et L sur R, c'est un temps, puisque R sur L, c'est l'inverse d'un temps. Donc L sur R, c'est un temps. Donc finalement, on a un temps fois l'inverse d'un temps, et donc Q est sans dimension. Donc ça veut dire que Q sera simplement un nombre. Et ça, c'est assez pratique, du coup, pour pouvoir caractériser la qualité d'un circuit. Donc de manière générale, on aime bien introduire des nombres pour caractériser un système. Voilà. Alors, donc maintenant qu'on l'a posé, voyons comment se traduit delta positif avec Q. Alors, on a ici donc delta positif, donc lambda plus grand qu'oméga 0, donc R sur 2L plus grand que 1 sur racine de LC. Mais je vais repartir plutôt de lambda plus grand qu'oméga 0, puisque Q possède oméga 0. Donc je remplace lambda, R sur 2L plus grand que oméga 0. Je fais passer R sur L de l'autre côté, et donc ça devient 1 demi plus grand que oméga 0 fois R, fois L sur R.
et, oh bah tiens, c'est Q. Donc finalement, delta plus grand que 0, qui correspond à beaucoup de pertes, eh bien avec le facteur de qualité, ça correspond à quelque chose qui est très simple à retenir, qui est que le circuit a un facteur de qualité plus petit que 1,5. Alors le plus petit, c'est facile de s'en rappeler parce que du coup, s'il y a beaucoup de pertes, ça veut dire qu'il y a une mauvaise qualité, entre guillemets. C'est le moyen mnémotechnique. Donc il faut que Q soit petit, il faut que la qualité soit faible. Alors bon, il faut se souvenir du 1,5. Voilà donc la condition pour être dans ce régime. Alors pour l'instant, on n'a pas encore montré comment ça se traduisait sur les grandeurs électriques, ce régime. Donc delta positif, lambda plus grand qu'oméga 0, ou Q plus petit que 1,5. Alors, si delta est positif, ça veut dire que les solutions de l'équation du second degré sont réelles. Donc, ça veut dire que, eh bien, UC, ça va être égal à A exponentielle, donc je ne sais plus si c'était plus ou moins, plus, donc ça va être moins lambda, plus racine de lambda carré moins oméga 0 carré, le tout fois le temps, plus B exponentielle de moins lambda, moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré, le tout fois le temps, plus E. Alors, on ne va pas étudier cette fonction, mais ce qu'on peut dire, c'est que ici, les deux exponentielles sont des fonctions monotones. Du coup, quand vous faites la somme de deux fonctions monotones, eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'oscillation. Donc, vous pouvez avoir, quand vous faites la somme de deux fonctions monotones, soit une fonction qui est elle aussi monotone. Par exemple, si les deux sont croissantes, vous faites la somme de deux croissantes de même signe. Eh bien, donc si vous en avez deux qui montent comme ça, bah, la somme des deux, ça sera une qui monte tout le temps. Mais si vous en avez une qui est croissante et l'autre décroissante, eh bien, vous pouvez avoir quelque chose qui monte d'abord et puis ensuite qui diminue. Ça dépend qui gagne, entre guillemets. Mais en tout cas, jamais vous ne pouvez avoir d'oscillation. C'est-à-dire une montée, une descente en dessous, puis ça remonte, ça redescend, etc. Donc voilà pourquoi on appelle ça un régime apériodique. C'est parce que, à ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir d'oscillation. Donc s'il n'y a pas d'oscillation, bah, il n'y a pas de période, puisqu'il n'y a pas d'oscillation. Donc il n'y a pas de... Comment dire? On ne retrouve jamais la même chose. Donc il ne peut pas y avoir de période. Alors pour le voir, ce régime apériodique, eh bien, je vais utiliser la simulation. Et donc je vais voir quel est l'ensemble de valeurs de R qui correspondent à ce régime apériodique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder que vaut R pour la limite, c'est-à-dire Q égale 1,5. Et donc je vais prendre les valeurs de la simulation. Alors je vais repartir sur la simulation juste après. Donc c'était 1 Henri et 10 microfarads. Donc on cherche la valeur de Q pour que ça fasse 1,5. Donc Q c'est L oméga 0 sur R. Voilà. Donc on cherche la valeur de R pour que 2 fois L fois oméga 0 soit égal à R. Donc R doit être égal à 2 fois L fois oméga 0. Or, L vaut 1, oméga 0 donc on va appeler ça R limite. Donc ça fait 2 fois 1 fois 1 sur racine de 1 fois 10, 10 moins 6, donc ça fait 10 moins 5. Ben, ça va pas faire un truc sympathique. Donc ça fait 2 fois racine de 10 puissance 5, c'est-à-dire fois racine de 10, fois racine de 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 puissance 2. Donc racine de 10, ça va faire 3 quelque chose, donc on va dire c'est environ 600 ohms. Bon, c'est un peu plus que 600. Voilà, donc ça va être la valeur pour laquelle eh bien, on va passer du régime apériodique à un autre type de régime qu'on n'a pas encore étudié. Et donc il va falloir que R soit plus grand que cette valeur. Puisqu'il faut que Q soit inférieur à 1,5, il faut que R soit plus grand, parce que R est au dénominateur, donc pour que Q soit plus petit que 1,5, il faut que R soit plus grand que ces 600 et quelques ohms. Alors allons-y, donc je vais reprendre la simulation, mais je vais du coup maintenant prendre
une valeur de résistance non pas à 50 ohms, mais par exemple, pour être sûr que ce soit bon, je vais prendre 1 kilo ohm. Hop. Et c'est parti. Donc je vous rappelle, en vert, on a la tension du condensateur, et en rouge, on a l'intensité. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, on obtient ici une fonction qui est monotone. Et en fait, on a quelque chose qui ressemble beaucoup juste au circuit RC, puisqu'on a l'impression que voilà, ça ressemble un peu à une fonction exponentielle qui va tendre vers son asymptote, comme la charge du circuit RC. En tout cas, on voit clairement qu'il n'y a aucune oscillation. Et pour l'intensité, idem. Attention, ça, ce n'est pas une oscillation, parce que l'intensité commence à 0, et elle ne réatteint jamais 0, puisqu'elle va tendre vers l'asymptote qui est 0. Donc ça n'oscille pas. Pour que ça oscille, il faudrait que ça retourne à 0. Or, ça ne retourne jamais à 0. Donc ni la tension du condensateur, ni l'intensité n'oscillent. Donc voilà pourquoi on a ce qu'on appelle un régime apériodique. Alors maintenant qu'on a vu comment se comportait, entre guillemets, ce régime transitoire, donc avec le fait que ça allait directement à son asymptote, ou avec un truc comme ça, mais il n'y a pas d'oscillation, eh bien, il faut qu'on essaie de quantifier la durée de ce régime transitoire. Alors, on a juste un petit souci ici, par rapport au circuit RC et au circuit RL, c'est que dans ces deux cas, on avait une fonction qui était décrite avec uniquement une exponentielle. Donc forcément, le temps caractéristique était dans cette exponentielle, et vu que cette exponentielle, c'était exponentielle moins t sur taux, bah, le seul temps caractéristique, enfin le seul paramètre temporel qu'il y avait dans l'exponentielle, c'était taux. Donc voilà, on avait dit, bah, a priori, taux doit être un temps caractéristique du régime transitoire, et effectivement, lorsqu'on remplaçait taux, t par taux, eh bien on voyait qu'on était à 67% de la charge ou de la décharge. Donc taux représentait bien un temps caractéristique. Le problème, c'est qu'ici, on a deux exponentielles temporelles. Donc comment faire à partir de ces deux exponentielles pour trouver un temps caractéristique du régime transitoire? Eh bien, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va comparer ces deux exponentielles et on va voir que très rapidement, il y en a une des deux qui va être négligeable devant l'autre, et ce, quel que soit A et B. Donc là, je vais essayer d'expliquer un petit peu avec les mains, mais en TP, eh bien, on tracera ces fonctions et on le vérifiera bien. Donc là, pour l'instant, l'idée, c'est simplement de se dire que ces deux exponentielles sont deux exponentielles décroissantes. Pourquoi? Parce que les deux possèdent ici un coefficient qui est négatif. Alors celui-là, ça se voit bien, puisque c'est la somme de deux termes négatifs. Celui-là, ça se voit un peu moins, mais en fait, c'est bien négatif parce que la racine ici est forcément plus petite que lambda. Pourquoi? Parce que vous prenez la racine de quelque chose qui est lambda carré moins autre chose, donc c'est forcément plus petit que lambda carré, donc la racine est forcément plus petite que lambda. Donc c'est moins lambda plus quelque chose de plus petit, donc ça reste négatif. Néanmoins, si je m'intéresse à la valeur absolue des coefficients dans les exponentielles. Alors pourquoi je m'intéresse à ça? C'est parce que une exponentielle va varier d'autant plus vite que son coefficient, donc ce qui multiplie la variable, va être grand. C'est logique, exponentielle de 10t va varier beaucoup plus vite que exponentielle de 0,1t, qui va faire un truc plutôt comme ça. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va comparer la valeur absolue des coefficients à l'intérieur de l'exponentielle. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les deux partent de moins lambda. Il y en a un auquel on rajoute quelque chose. Du coup, on va se rapprocher de 0 tout en restant dans les valeurs négatives. Alors que le deuxième, celui avec b, eh bien, on part de moins lambda, mais on enlève encore quelque chose. Donc ça veut dire qu'en valeur absolue, le coefficient ici va être plus grand que le coefficient qui est ici. Donc ça veut dire que cette exponentielle va varier beaucoup plus vite, et donc, vu que le coefficient est négatif, eh bien cette exponentielle va devenir petite très très vite, en tout cas beaucoup plus vite que celle-là. Donc ça veut dire que finalement, l'exponentielle qui va, entre guillemets, conduire le régime transitoire aux instants suffisamment grands, eh bien c'est la première. Parce que c'est celle qui a le coefficient le plus petit, donc c'est celle qui varie le moins vite. Celle-là, elle s'éteint très rapidement, alors que celle-là, elle continue à exister plus longtemps. Donc, ça veut dire que une durée caractéristique va se trouver dans cette exponentielle-là. Alors maintenant, comment trouver une durée caractéristique dans cette exponentielle? On va faire comme on a déjà fait. On a exponentielle de moins t fois quelque chose. Donc du coup, ce fois quelque chose, c'est l'inverse d'un temps. Donc on va pouvoir poser
que un temps caractéristique de ce régime transitoire, eh bien ça va être l'inverse de ce coefficient. Donc ça va être 1 sur la valeur absolue de moins lambda plus racine de lambda carré moins oméga 0 carré. Et puisqu'on sait que c'est négatif, eh bien ça va être égal à 1 sur lambda moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré. Voilà, alors on étudiera du coup comment évolue ce temps caractéristique en fonction des différents paramètres du circuit L, C et R en TP. Et puis à la fin de la vidéo, on verra dans la conclusion rapidement. Alors, donc maintenant continuons, maintenant qu'on a étudié un des types de régime transitoire dans le cas d'un circuit RLC, donc voyons l'autre type. Donc on a étudié delta positif, maintenant on va étudier delta négatif. Alors, ce régime, il va s'appeler le régime pseudo-périodique. Et on va voir pourquoi. Alors donc comme tout à l'heure, on va traduire ce delta négatif. Donc ça se traduit par un lambda plus petit que oméga 0, donc une résistance assez faible, peu de pertes. Et si je réemploie le facteur de qualité qu'on a introduit, eh bien c'est Q, donc il y a une grande qualité, donc Q est plus grand que 1,5. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, reprenons les racines de l'équation du second degré. Donc on avait trouvé R plus moins qui était égal à moins lambda plus ou moins racine de lambda carré moins oméga 0 carré. Donc ce que ça change, c'est que, on le sait, hein, puisque delta est négatif, eh bien les solutions, les racines sont complexes. Alors du coup, vu que c'est complexe, alors je sais donc que ce terme-là est négatif. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que puisque je suis sûr qu'il est négatif, eh bien je vais poser un nouveau paramètre, et donc puisque c'est négatif, je vais dire que ce terme négatif, c'est l'opposé d'un terme positif. Forcément, si moins 3 c'est négatif, je peux dire que c'est moins 3, 3 positif. Donc là, ça va être égal à moins un terme positif. Et ce terme positif, du coup, je vais dire que c'est un réel au carré. Parce qu'un réel au carré est forcément positif. Et ce réel, je vais l'appeler comment? Eh bien, puisqu'ici j'ai deux pulsations au carré, eh bien c'est aussi une pulsation. Donc je vais l'appeler oméga. Donc oméga est réel, et je vais même dire pour l'interprétation physique que c'est réel positif pour que la pulsation soit positive. Donc ça, c'est ce que je pose. Mais attention, pour l'instant, oméga n'est pas forcément une pulsation, parce que pour l'instant, j'ai aucune fonction sinusoïdale. Donc je l'appelle pulsation, mais encore faut-il le montrer que c'est une pulsation. Donc oméga 0, du coup, pour séparer, pour distinguer oméga 0 et oméga 0, on va appeler ça la pulsation propre. Donc ici, ça va être une pulsation, mais qui est aussi caractéristique du circuit, puisque lambda et oméga 0 dépendent tous les deux de R, de L et de C. Donc oméga, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est vraiment une pulsation caractéristique du circuit. Mais voilà, on l'appelle pas pulsation propre. Voilà. Alors maintenant, puisque je sais que R va être complexe, eh bien, ce que je vais faire, c'est que ce moins, eh bien, je vais le traduire comme étant I carré. Ça va être plus simple. Sauf que en électricité, I c'est l'intensité du courant, donc je ne vais pas l'appeler I, je vais l'appeler J. Mais c'est le même. Hein. I et J sont identiques, simplement on préfère en électricité l'appeler J. Voilà, donc lambda carré moins oméga 0 carré, je l'appelle J carré, oméga carré. Et donc quand je remplace, ça va faire moins lambda plus ou moins racine de J carré oméga carré, c'est-à-dire moins lambda plus ou moins J oméga. Et c'est top parce que c'est déjà écrit sous forme algébrique, partie réelle et partie imaginaire. Alors maintenant que du coup j'ai écrit R plus et R- sous cette forme-là, eh bien je vais le réinjecter
dans ma solution générale, et je vais voir comment ça se traduit, comment ça s'interprète. Donc UC de t, ça va être A exponentielle, donc on a vu c'était R+, donc moins lambda, plus J oméga t, le tout fois le temps, plus B exponentielle, moins lambda, moins J oméga t, plus E. Mais je vais maintenant utiliser la propriété de l'exponentielle. Exponentielle A plus B est égale à exponentielle A fois exponentielle B. Pourquoi je fais ça? C'est parce que j'ai dans chacune de mes exponentielles, j'ai une partie réelle et une partie imaginaire. Donc je vais les séparer. Et je vais voir si ça me permet d'interpréter facilement. Donc ça va me donner A exponentielle moins t, blablabla, plus B exponentielle moins lambda t, blablabla. Donc je vais avoir exponentielle moins lambda t dans les deux termes. Donc je peux le mettre en facteur. Ça fait exponentielle moins lambda t, facteur de A exponentielle j oméga t, plus B exponentielle moins j oméga t, plus E. Et donc j'ai ici une exponentielle réelle, et j'ai ici une somme de deux exponentielles imaginaires, enfin, dont les coefficients sont imaginaires, et opposées. Du coup, eh bien, ELR, es-tu là? Eh bien, presque. ELR, c'est exponentielle j oméga t plus exponentielle moins j oméga t qui vaut 2 cosinus oméga t. Donc c'est pas exactement ce qu'on a à cause de A et B qui sont différents, et effectivement, ils le sont différents, hein, puisqu'on l'a démontré tout à l'heure. A et B, ils sont où? Ils sont là. Alors, ah mince, du coup, c'est pas ELR. Mais en fait, on peut montrer qu'on a bien toujours un cosinus, ça reste équivalent à un cosinus, mais simplement, c'est que ELR, c'est un cosinus pur, sans phase à l'origine, et ici, le fait que les coefficients ne soient pas les mêmes, simplement, eh bien, ça fait que c'est un cosinus avec une phase à l'origine, a priori non nulle. Donc ça, je vais pouvoir le remplacer par une certaine amplitude, que je vais appeler f, fois cosinus de oméga t plus une certaine phase à l'origine, plus E. Et donc ce UC de t, je vais même carrément l'écrire. Donc f et phi vont s'exprimer en fonction de A et B, qui dépendent eux-mêmes des conditions initiales. Donc nous, on a trouvé A et B dans le cas où les deux conditions initiales sur UCI étaient nulles. Alors ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais l'écrire comme ça, pour l'interprétation. Je vais mettre ensemble f et l'exponentielle. Alors je le mets ensemble, mais de manière artificielle, hein, puisqu'il y a un double produit, fois cosinus oméga t plus phi plus E. Alors du coup, pour l'interprétation, alors déjà, je remarque que j'ai bien une fonction sinusoïdale. Donc, oméga, que j'avais posé comme ça, eh bien, c'est bien une pulsation. Je ne connais pas a priori phi et f, qui dépendent des conditions initiales, mais je vais quand même pouvoir tracer qualitativement, du coup, UC de t. Alors en fait, vous le savez déjà, hein, parce qu'au tout début de la vidéo, on a fait la simulation, donc normalement, vous savez déjà à quoi ça ressemble. Mais on va montrer que ça ressemble bien à ça. Donc du coup, on a un cosinus. Un cosinus, il varie avec une certaine vitesse, mais ça varie forcément entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que je suis capable de borner ma fonction UC de t. Parce que vu que ça varie toujours entre moins 1 et 1, en min et max, eh bien je vais pouvoir dire qu'au minimum, UC, ça va être moins f exponentielle moins t plus E, et au maximum, UC, enfin, ça va être borné maximum, par plus f exponentielle moins t plus E. Voilà, grâce à la propriété du cosinus. Donc, pour voir l'allure de cette fonction, eh bien, je vais tracer la borne inférieure et la borne supérieure, et puis je vais dire que ça va osciller entre ces deux bornes. Donc, je fais deux axes. Hop, je vais placer E. Voilà. Et puis, donc, je vais tracer moins f exponentielle moins lambda t plus E et f exponentielle moins lambda t plus E. Alors, je vais faire ce que je peux. Avec la simulation, c'est beaucoup mieux. Donc ça, c'est moins f exponentielle moins lambda t plus E. Et donc, on va voir comme ça à peu près, f exponentielle moins lambda t plus E. Et puis donc, on va avoir UC de t qui va, comme ça, venir se cogner sur ces deux fonctions bornes, entre guillemets. Donc on sait que ça commence à 0 avec l'hypothèse qu'on a faite au départ, et puis donc ça va
bim, 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 etc., etc. Et puis ça va tendre vers l'asymptote. Donc c'est bien ce qu'on avait obtenu dans la simulation au départ. Et alors, on va pouvoir définir ici ce qu'on appelle une pseudo-période. Parce qu'ici, on a une fonction qui n'est plus purement périodique, puisque la fonction ne retrouve pas les mêmes valeurs de manière périodique. Et par contre, on voit que la fonction, elle retrouve des max relatifs séparés par le même temps, et des min relatifs séparés par le même temps. Et donc c'est ça ce qu'on va appeler la pseudo-période. On va l'écrire T. Et donc, cette pseudo-période, elle est donnée par quoi? Pourquoi ça retrouve régulièrement ces max et ces min relatifs? Eh bien, c'est parce que il y a le cosinus ici, qui varie régulièrement entre moins 1 et 1. C'est-à-dire qu'il va être régulièrement max et min. Donc, ça veut dire que cette pseudo-période, eh bien, elle est commandée par la période du cosinus. Et la période du cosinus, eh bien, on l'a déjà vu, c'est 2π sur la pulsation. Voilà. Donc voilà un temps caractéristique de ce régime pseudo-périodique, et donc on l'appelle pseudo-périodique parce que on voit que ça oscille, mais avec des oscillations qui diminuent au cours du temps. Voilà, donc c'est 2π sur racine de oméga 0 carré moins lambda carré. Dans le cas où on a très peu de frottement, lambda pourrait être négligeable devant oméga 0 carré, et à ce moment-là, ça serait 2π sur oméga 0. Voilà, et à ce moment-là, ça s'appellerait la période propre, parce qu'elle est donnée par la pulsation propre. Voilà, donc la période propre de π sur oméga 0, c'est la période de l'oscillateur si les pertes sont suffisamment faibles. Alors on a presque fini, mais pas encore fini, parce que on a trouvé un temps caractéristique, mais il nous manque le temps caractéristique, ou au moins un temps caractéristique, qui va caractériser la durée du régime transitoire. Parce que donc ici on voit que on part de UC égale à 0, et puis au bout d'un certain temps, UC va tendre vers son asymptote qui est E. Alors d'ailleurs j'ai oublié de mettre les axes, pardon. Alors là, sur mon graphique, eh bien, je peux considérer que un temps caractéristique du régime transitoire, donc c'est moi qui le définis comme ça, hein, c'est mon temps caractéristique, comme dirait Yves. Mais voilà, on peut le définir là, on peut le définir là, bon, ça dépend la convention qu'on prend. Donc je vais par exemple l'appeler taux. Alors ici, ce taux, comment le trouver? En fait, c'est beaucoup plus simple que dans le cas du régime apériodique, parce que ce qui commande l'amortissement des oscillations, c'est l'exponentielle moins lambda t. Donc ce temps caractéristique, eh bien, il va être caché dans l'exponentielle moins lambda t, et du coup, vu que lambda c'est l'inverse d'un temps, eh bien, je peux poser qu'un temps caractéristique, eh bien, c'est 1 sur lambda. Et vu que lambda, alors que je ne dise pas de bêtises, lambda c'est R sur 2L, donc 1 sur lambda, ça va être L, non, 2L sur R. Bon, j'espère pas dire de bêtises, sinon vous vous corrigez, hein, vous regardez les diapos du dessus. Voilà. Donc on a ici un régime transitoire qui oscille, mais qui va se finir au bout de quelques taux, taux étant inversement proportionnel à R. Donc on retrouve bien le fait que si R devient vraiment très petit et tend vers 0, eh bien on a un temps caractéristique du régime transitoire qui tend vers l'infini, c'est-à-dire qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est bien ce qu'on avait vu pour le circuit LC, dans lequel on avait fait l'hypothèse que R était égal à 0. On avait donc une oscillation qui durait un temps infini, qui n'était absolument pas amortie. Il n'y a pas d'amortissement, puisque l'exponentielle moins lambda t n'existe pas, puisque lambda tend vers 0. Oui, voilà. Donc c'est comme si exponentielle était égale à 1 tout le temps. Voilà, et donc on a une oscillation qui durerait un temps infini. Voilà, alors pour finir, on a un dernier type de régime transitoire, mais c'est un cas limite. Donc c'est un cas mathématique, mais physiquement, il n'existe pas, parce que ça serait delta qui vaut exactement 0, c'est-à-dire 0,00000. Ça c'est impossible physiquement d'avoir un truc qui soit parfaitement nul.
Donc en fait, ça va être un cas limite vers lequel on va chercher, enfin, vers lequel on va essayer de tendre si ce régime nous intéresse. Ce régime, on l'appelle le régime critique. Alors, il y a le régime crétois et il y a le régime critique ici. Alors, pourquoi critique? On va voir pourquoi. Alors, on ne va pas l'étudier mathématiquement complètement parce que cette vidéo est déjà très très longue. On va essayer de voir un petit peu intuitivement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si Q était plus grand que 1,5, eh bien on avait un régime pseudo-périodique dont la durée c'était tau égale 1 sur lambda. Donc ça veut dire que si je tends vers Q égale 1,5 par valeur positive, donc ça veut dire que je reste dans un régime pseudo-périodique, mais je me rapproche de plus en plus vers la limite. Alors comment faire pour tendre vers 1,5? Eh bien, pour que Q diminue, il faut que R augmente. Puisque plus le facteur de qualité est grand, plus R est petit. Donc c'est-à-dire que pour diminuer le facteur de qualité, pour tendre vers 1,5, il va falloir que R augmente. Mais si R augmente, c'est-à-dire que lambda augmente, donc ça veut dire que tau diminue. Donc lorsque vous tendez vers la limite du régime pseudo-périodique avec le Q le plus petit, Q qui tend vers 1,5, donc c'est ce qui va correspondre au plus grand R permettant d'avoir le régime pseudo-périodique, et c'est ce qui va correspondre au temps caractéristique le plus petit. Donc Q qui tend vers 1,5, eh bien on va obtenir le régime pseudo-périodique qui finit le plus vite. Si maintenant on se place dans un régime apériodique, donc R est grand, Q est inférieur à 1,5, eh bien on vérifiera en TP, on ne va pas faire l'étude de taux, mais il se trouve que plus Q va tendre vers 1,5, eh bien plus votre régime apériodique va être rapide. Donc il n'y aura pas d'oscillation, et c'est ce qui va correspondre au régime sans oscillation qui va se finir le plus vite. Donc en fait, on voit qu'on a la même conclusion qu'on se place d'abord dans le régime pseudo-périodique ou d'abord dans le régime apériodique. Si vous faites varier la résistance pour tendre vers Q, ou les autres paramètres, pour tendre vers Q égale 1,5, eh bien vous tendez vers votre régime qui se finit le plus rapidement possible. Donc ce régime critique, eh bien il va être intéressant parce que c'est le régime transitoire le plus rapide. Et donc il y a plein de situations physiques dans lesquelles vous cherchez à ce que le régime transitoire se finisse le plus vite possible pour en fait retrouver votre nouveau régime stable le plus vite. Et donc c'est pour ça que, eh bien, on ne cherchera pas. Peut-être, si on cherche à être dans ce régime-là, eh bien, on choisira les dipôles de telle sorte à avoir un Q qui est le plus proche possible de 1,5. Voilà, donc tout ça, on va le voir et le revoir en TD et surtout en TP pour bien se figurer les choses. Mais malgré tout, donc pour finir, je vous montre juste du coup quelques fonctions avec la valeur de Q qui diffère. Voilà. Donc on voit déjà que pour les deux Q les plus extrêmes, c'est-à-dire qui sont les plus éloignés de 1,5, donc celui-là, alors je dis pas la couleur parce que je vois pas trop, et le noir, lui je le vois bien, et bien on voit que ces deux régimes sont les deux régimes qui durent le plus longtemps. Donc on voit bien que si vous êtes à des facteurs de qualité qui sont très loin de 1,5, et bien vous avez des régimes transitoires qui durent très longtemps. Le noir étant un régime apériodique, sans oscillation, et le violet-bleu, qui est un régime avec beaucoup d'oscillations. Ensuite, si vous diminuez la résistance, donc on part de Q égale 10, vous augmentez la résistance pour arriver à Q égale 5, eh bien on voit que le régime pseudo-périodique dure un peu moins longtemps, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que malgré tout, la pseudo-période reste la même.
Alors pourquoi? C'est parce que entre q égale 5 et q égale 10, eh bien dans les deux cas, on a quand même lambda suffisamment petit devant oméga 0 pour pouvoir dire que t, c'est quasiment t0. Donc on voit que les deux pseudo-périodes sont les mêmes. Mais la durée du régime transitoire est plus faible dans le cas de q égale 5 que dans le cas q égale 10. Voilà, et puis plus on se rapproche de 1,5, eh bien plus vous avez des régimes transitoires qui sont rapides, donc qui se finissent vite, et c'est bien donc ce qu'on a montré dans cette vidéo. Voilà, merci d'avoir eu le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la revoir certains points, parce qu'il y a beaucoup de choses.